Une petite vendeuse de beignets. C'est une maladie contagieuse qui fait larmoyer les yeux et mène aux côtes au supplice. Une fois contaminé, l'homme, car elle n'atteint que ce bipède, étouffe, se tord, gigote, s'entortille en clapissant par petits cris durs et successifs. Elle ressemble à une crise de folie et peut faire perdre toute contenance au plus pondéré. Elle vous soustrait la parole pendant un moment, ce qui est dû à la rafale de hoquet qui paralyse d'une façon éphémère, heureusement, les organes moteurs de la parole. Elle existe sous une forme atténuée, préférable peut-être. Les lèvres s'écartent, retroussées vers le haut, les dents, chicots noirâtres, crocs luisants ou queutonnantes chargées du chocolat qui provoque cet état apparaissent. C'est le rire et le sourire. Lorsque ces chefs-d'œuvre d'audace et d'architecture qu'était la tour de Babel s'écroula, il provoqua autant de débris que d'idiomes. Ce fut le début de la fortune des polyglottes, traducteurs et interprètes. Pourtant, un seul langage est resté commun à tous les hommes. C'est le rire, et bien sûr, son frère jumeau, le sanglot. Un cœur déchiré, sanglots et larmes. Le sourire s'est éteint. Aucun son n'a été proféré. La bouche demeure crispée, mais il y a ce spasme dans une poitrine qui se soulève et laisse échapper le dernier soupir d'une joie qui expire brutalement. Pourquoi la vendeuse de beignets pleure-t-elle? La marchandise pourtant si esquisse tout à l'heure a perdu toute sa saveur. Toutes les mains se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Une larme a noyé tout l'entrain qui régnait tout à l'heure. Triste interrogation née de la compassion. Pourquoi la vendeuse de beignets pleure-t-elle? Les plus belles dents du monde sont désormais cachées derrière cette tristesse. Les plus belles lèvres du monde sont déformées par une crispation douloureuse. La 8e merveille du monde s'est abîmée dans un flot de larmes. Si j'eus le sourire de la petite vendeuse de beignets. Celle-ci baisse la tête, accablée par une douleur atroce et apparemment désespérée. Machinalement, elle continue à rouler la pâte sucrée et à agiter les boulettes dans l'huile bouillante. Pourtant, tout à l'heure, ce sourire semblait plus beau qu'à l'accoutumée, chose jusque-là jugée impossible. Là-bas, mais personne ne l'a remarqué, un jeune homme tente d'arrêter un taxi. Pourtant, il vient à peine d'en descendre. Son costume d'une coupe impeccable, un 3 pièces d'un blond cassé, tirant très légèrement sur le jaune, agrémenté de fines rayures noires et d'une cravate rouge, le distingue aisément de tous ceux qui peuplent habituellement le carrefour. Un observateur attentif l'aurait vu descendre du taxi et s'avancer vers la vendeuse du pas de ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes et de l'effet qu'ils produisent sur les autres. Il l'aurait vu s'arrêter, les sourcils écarquillés par une surprise brutale, hésiter sous le choc et battre rapidement en retraite, apparemment déconcerté. Le jeune homme aux 3 pièces blond a sauté dans un taxi qui s'est éloigné et les sanglots de la petite vendeuse ont redoublé. Dans le taxi qui l'a mené, Serge était furieux. Une vendeuse de beignets? Quel scandale! Les éclats du rire de ceux qui le connaissent lui déchiraient déjà les oreilles. Les chutes les plus violentes sont celles qui partent des points les plus élevés. Son honneur en aurait subi un rude assaut. Il était heureusement persuadé que personne ne l'avait remarqué quand il s'était dirigé vers la vendeuse de beignets. Il aurait dû donner le change, feindre de demander un renseignement, essayer de noyer le poisson d'une façon quelconque. Si jamais une vieille connaissance avait le moindre soupçon. La malveillance fait les meilleurs policiers du monde. Aucune enquête suscitée par elle n'a jamais été classée. Et aucun donjon n'a bonne presse. Son tableau de chasse plaidait contre lui. Il avait sorti Arlette, le seul parmi les 4 concurrents qui y étaient. Les autres étaient restés étourdis par sa facile victoire.
Le fiancé de Janine, lui, n'avait point perdu son temps en vaines discussions. Il avait sévi les coups de poing. Avait plu, la discussion avait été sanglante. Le souvenir de Janine lui rappelait toujours cet œil poché qu'il avait séquestré dans sa chambre pendant une semaine. Le fiancé s'était brisé quelques os du métacarpe car il avait frappé très fort. Il y avait de quoi, car Janine était d'une beauté. Il aurait pu compter un cadavre parmi ses victimes si la science moderne n'avait été si avancée. Le père Donatien, un fossile datant de la colonisation avec une silhouette de vieux vautour déplumé, aurait pu succomber de sa thrombose coronaire le jour où il apprit que Gisèle, une des plus ardentes postulantes pour la vocation de religieuse, dotée par le diable certainement, car lui seul peut causer de tels désastres, d'un physique appétissant, avait découché du Juvénat. Le père Donatien n'eut pas le temps de se demander si dans son œuvre de création, Dieu a besoin des conseils du malin. Il s'écroula comme une masse et on se précipita avec lui à l'hôpital. Il avait connu très peu d'échecs dans sa vie, et même la prude Claire y était passée le jour où il avait donné l'assaut à sa défense, jusque-là sans faille. Celle-là avait cru que c'était arrivé. Ses rêves se remplirent de voiles blancs et de registres d'état civil. Il les conduisit brutalement. Son score était enviable. Les étudiantes, des femmes de la haute société, des filles des familles les plus aisées de la ville. Il n'allait point descendre de ses cimes pour aller repêcher au fond des abîmes une petite vendeuse de beignets. Qu'allait-on penser de lui? Les costumes des mieux coupés de la cité universitaire n'allaient quand même pas se frotter à des guenilles puant le beignet. Il dit qu'il avait cousu tout un smoking pour ce rendez-vous. Ce qui l'intriguait pourtant, c'était la manière dont elle s'était débrouillée pour se retrouver au bal de la promotion des 6e années médecine. Dès qu'il l'avait vue, il avait su qu'il allait concentrer tout son bal sur elle. Car un bal, c'est une fille. Et mieux vaut encore aller passer la nuit dans les draps que d'aller gigoter gratuitement en se faisant transplanter par le tapage de nos orchestres estudiantins une vilaine migraine dans le crâne. Un bal sans conquête est un bal perdu. Et tout le monde n'aime pas perdre son temps. Elle était habillée simplement, mais la coupe de sa jupe était inimitable. Son t-shirt semblait peint sur sa peau et présentait en détail la perfection de son anatomie. Quand elle sourit, il reçut une secousse électrique dans la moelle épinière. Ils dansèrent. Nulle gymnastique n'est aussi compliquée que celle à laquelle il se livra pour obtenir cette danse. Contourner les tables, trottiner, s'excuser auprès de ceux qu'il bousculait, écarter la foule, tout cela avant qu'un individu beaucoup mieux placé ne le dévance. Il allait le cœur battant, craignant qu'elle ne s'excuse et ne se dérobe. Puis, il poussa un soupir de soulagement et se dit que son habituel charme demeurait infaillible. Elle avait vu venir, intriguée, et lui accorda la danse sans discuter. Collée dans un corps à corps qui eût pu être fatal au père Donatien si celui-ci avait pu quitter son presbytère pour venir, par extraordinaire, jeter un coup d'œil à ce bal. Ils dansèrent d'un air sentimental, soigneusement distillé par la chaîne hi-fi qui animait la soirée. Le rythme du disque s'était greffé dans leurs jambes et les portait doucement. Lui, c'était une veste blanche, une chemise de sport, un pantalon noir. Au sommet de cet édifice vestimentaire, une tête belle, séduisante, et à la base, des mocassins luisants de cirage et agressifs de leurs bouts pointus. Elle, un corps jeune, souple et élégant, une haleine fraîche, et éclipsant toutes ces belles choses, ce sourire. Il ne sut jamais comment il s'y prit, mais ils se retrouvèrent en train de bavarder. Du moins, il parlait et elle riait. Elle avait un rire clair,
qui faisaient le même effet que des perles qu'on égrène. Il l'invita à sa table et elle refusa. Ils dansèrent encore et encore. Des moments inoubliables. Ils se retrouvèrent sur la table que si ils avaient eu le temps de se présenter, partager avec sa cousine et un autre garçon. Elle parlait doucement, par courtes phrases, ne faisant aucun effort pour entretenir la conversation, se contentant de répondre en sertissant le tout de son sourire. Elle le servait généreusement et on ne se fatiguait jamais de le déguster. Il était exquis ce rire. C'était un petit rire concentré de séduction et de sympathie, additionné de spontanéité ingénue. Il était décidé à se l'approprier pour tous les moyens. Et il était décidé à se l'approprier par tous les moyens. Ses avances se noyèrent dans la bonne humeur de la fille. Elle ne se refusait pas et ne se donnait nullement. Elle se contentait de rire. Et puis, comme on se jette à l'eau, son sourire éclipsa un moment au grand regret du garçon et elle parla. Elle lui fixa ce rendez-vous au carrefour en précisant qu'elle serait devant ce bar qui faisait face au terminus de la ligne de bus desservant son quartier. Elle retenait d'ailleurs ce bal. Mais il est rare que la vie terne d'une petite vendeuse de beignets soit traversée par une étincelle de joie aussi éblouissante que celle que sa cousine avait provoquée. Avec la même rapidité qu'un goalkeeper bondissant sur une table de pénalty, il est rare que la vie terne d'une petite vendeuse de beignets soit traversée par une étincelle de joie aussi éblouissante que celle de sa cousine avait provoquée. Avec la même rapidité qu'un goalkeeper bondissant sur une balle du pénalty, elle avait happé cette occasion au passage. Elle avait frémi de la fièvre des premiers bals et avait vécu son rêve. Elle avait dansé. Elle avait été courtisée par le plus beau garçon de la salle. Elle avait été une comète, un météore, qui brûle si brièvement, mais si violemment qu'il éclipse les étoiles. Elle avait effacé les plus brillantes, les plus élégantes, les plus jolies. Elle s'était sentie puissante, leur égale. Et la courbe de son ascension avait fléchi, et le météore était retombé, vit l'objet terne et oublié, le bal fini. Il y avait eu ce rendez-vous, mais il n'avait fait que l'enfoncer dans sa grisaille quotidienne. Elle avait vu s'avancer vers elle de son pas souple et sûr. Leurs regards s'étaient croisés. Il l'avait reconnue, s'était arrêté, comme si la source d'énergie qui l'animait se fût soudainement tarie. Il avait hésité. Pendant un moment, ses yeux avaient écorché son cœur, en détaillant impitoyablement les taches d'huile qui maculaient son t-shirt, les déchirures qui constellaient le vieux pain qui cachait laborieusement ses reins et ses jambes, la pâte blanche qu'elle roulait dans les mains avant de la jeter dans l'huile. Minute de vérité, minute atroce. D'elle, il n'avait vu que cette écorce. Il n'avait retenu que ses habits qu'aurait boudé un épouvantail digne de ce nom. Il n'avait vu que cette pâte à beignets. Elle lui donnait le gîte, le couvert et la pension de son petit frère en 5e dans un collège. Elle apportait la sécurité financière que ne pouvait fournir ce père mort trop tôt. Elle avait hérité de la maestria culinaire qui avait fait la célébrité de sa mère avant que la maladie ne l'épingle définitivement dans ce lit qu'elle ne quitta plus depuis plusieurs années. Elle était tout pour elle, cette pâte. Sa clientèle était nombreuse et friande. Ses beignets pouvaient calmer les estomacs les plus creux. Il n'avait jamais lassé une paire de maxillaires et aucune langue ne s'était jamais déclarée déçue par leur goût. Chaque soir, dès 16 heures, elle s'installait, accompagnant en sourdine avec un air à la mode le chantonnement de l'huile dans la casserole. Elle faisait frire, jusqu'à l'heure où le peuple désertait la place au carrefour pour se réfugier dans les draps. Mais ce soir-là, elle était rentrée avant.
Son cœur, car celui-ci était parti dans un taxi avec le jeune homme au costume rayé. Sans entrain, car celle-ci était sortie, dissous dans les larmes qu'elle avait versées. Elle se répétait qu'il ne méritait pas ses pleurs, et elle sanglotait de plus belle. Les gourmets furent surpris et catastrophés, le petit frère aussi. Chaque soir, il allait aider sa sœur. Il surveillait les clients pour détecter ceux qui ne payaient pas parce qu'ils mangeaient. Jusqu'à présent, sa présence était avérée inutile, car il ne serait jamais venu à l'idée de personne d'escroquer la petite vendeuse de beignets. Quand elle était rentrée, plutôt qu'à l'accoutumée, sa mère en avait oublié ses lamentations, surprise et peinée par les larmes de sa petite fille. Elle ne posa aucune question et retint ses gémissements pour ne pas troubler la prostration larmoyante de sa fille. Là-bas, dans le coin, sur sa minuscule table, un petit garçon feignait de se concentrer sur ses livres, alors qu'il essayait de toute l'acuité de son cerveau de percer le douloureux mystère qui faisait souffrir sa sœur. Ce soir-là, dans le petit taudis qui abrite ces trois personnages, personne ne parle, personne ne mange, personne ne sourit. La tristesse règne, comme une sinistre souveraine testant de nouvelles brimades sur des sujets déjà éprouvés. Il y avait deux choses que Sage détestait: être appelé par son nom et être interpellé dans sa langue. Quand il promit au taximan le double du tarif habituel s'il le déposait devant une salle de cinéma, la meilleure et la plus chère bien sûr, celui-ci, comme une téméraire provocation, commit ces deux fautes qu'il tolérait le moins. Depuis que Sage était monté dans le taxi, il n'avait cessé de l'observer dans son rétroviseur, mijotant sûrement son forfait. Les principes les plus stupides ressemblent aux plus nobles idéaux. Le snobisme en est, et on lui rend toujours un culte fervent, ce qui fait les affaires d'or pour cet un petit malin toujours à l'afflux des filons les plus exploitables. Rien ne justifierait le prix exorbitant du champagne et du caviar s'il y avait le snobisme. Si Dieu a fait l'homme à son image, le snob, lui, fait une image avec les règles et les principes pour lui sacrés. Mais il arrive que le plus intransigeant des snobs se heurte à lui-même, à ses propres sentiments, par l'entremise d'une vulgaire vendeuse de beignets. Alors s'effectue en lui une gigantesque dichotomie. Conserver son image de marque en oubliant son cœur dans quelques taudis, là-bas au fond d'un quartier populaire, ou alors briser ses idoles et brûler ses autels en bravant les réalités moqueuses et condescendantes de ses corées légionnaires. Sage venait de décider en proposant au taximan de le laisser dans un des temples de la haute société, quand ce dernier commit les deux outrages qui ne le mirent pas en colère, car il était dans un état second et ses réactions habituelles lui échappaient encore. Le conducteur continuait d'ailleurs. « Ne te souviens-tu pas de moi ? Au cours d'initiation pourtant, nous étions assis sur le même banc, derrière un petit métis à qui nous pinçons souvent les oreilles, pour le plaisir de les voir rougir sous la douleur. » Cette petite scène de sadisme et de racisme infantile lui revint, et il se remémora le vilain plaisir qu'il tirait de cette distraction. L'autre continuait, lui exposait toutes les difficultés auxquelles il avait eu à faire face dans la vie, avant d'acquérir la machine dans laquelle il roulait. Il s'étendait sur une misère et les difficultés de l'existence et malgré tout gardait cet optimisme à toute épreuve qui caractérise ceux de sa classe. Il avait une drôle de conception de son métier, qui le lui faisait considérer comme le meilleur du monde. On l'en croire, il n'avait qu'à ouvrir la bouche pour que toutes les filles se précipitent complètement déshabillées dans son lit. Il était informé sur tout ce qui se passait en ville et avait toute la liberté du monde pour lui. Son bonheur se résumait dans cette expression lapidaire « on vit ». L'indéfinition désignant non seulement lui, mais tous ceux qui partageaient la même existence, tous ceux qui s'associaient de près ou de loin à ce bonheur, à cette joie de vivre qui débordait souvent
par un rire sonore et font trahissant le mal qu'avait le fort intérieur à la contenir. Serge et Kongolo Ngolo. Il était habitué à voir les gens se pâmer devant lui. Ému par le titre de docteur qui l'endossait bientôt, désireux de le courtiser pour réserver les traitements gratuits à leur future maladie ou pour les libations aux liqueurs d'importation qu'il ne manquerait pas d'offrir aux siens. Son personnage d'embryon de docteur fascinait le monde autour de lui. Et c'est sur cette fascination qu'il avait bâti son image. Pourtant, ni son costume, ni la meilleure des coupes, ni ses titres à venir et ses diplômes n'affectaient son conducteur. Celui-ci manifestait d'ailleurs une certaine condescendance à son égard, vantant sa santé de fer. « Si je ne fais pas un accident, où peux-tu me voir à l'hôpital? Et vous êtes là-bas à vous remplir la tête, et pendant ce temps, nous on vit. Quand tu sortiras, tu seras un grand type. Mais je m'en fous des grands types. Pourtant, et ils ne peuvent pas se passer les taxis et les taximens. » Il rigola comme s'il venait de réussir une bonne farce. Il pointait du doigt tous les cubes de béton et de verre que l'on bâtit pour s'y enfermer au nom de l'argent et que l'on appelle immeuble. Lui, il les baptisait prison. Il plaignait tous ceux qui s'y séquestraient 8 heures par jour et n'avaient point la rue et la ville entière à leur disposition comme lui-même. Il parlait un français coloré d'expressions prélevées sur des langages autochtones et sur le pidgin English qui le rapprochait curieusement de tous ses interlocuteurs sans le rendre vulgaire. D'ailleurs, ses manières très cavalières, sa langue, celle du peuple, son rire généreux, la négligence de son habillement, le fantasme qu'il habitait, tout ce que sais-je avait soigneusement évité jusqu'ici n'arrivait point à le déprécier. Et il était si sincère, si spontané dans son personnage qu'il se situe au-delà de toute vulgarité, mais exudait une sympathie insidieuse, contagieuse, une sympathie aussi maligne qu'une tumeur cancéreuse. On ne pouvait en éviter les atteintes. Serge n'était point immunisé contre ce genre d'affection, quoiqu'il affirmât hautement. Il se retrouva en train de barader presque amicalement avec le personnage. Peu à peu, le piédestal du haut duquel il avait toujours regardé les gens fondait sous l'action de la chaleur qui émanait de l'autre. Quand ils arrivèrent devant le cinéma, Serge proposa au chauffeur de le redéposer là où il l'avait ramassé. Il expliqua brièvement. « Une femme !» L'autre explosa d'un rire sonore et vira. Serge avait parlé spontanément dans sa langue maternelle. « Vous êtes querellé ?» Cela lui paraissait la chose la plus grande et banale du monde. « Non, je vais t'expliquer. » Et il lui dit, en empêtant cependant de préciser, car lui-même ne s'en apercevait pas encore très bien, même s'il le sentait confusément, que c'était la spontanéité, la simplicité et la sympathie du taximan qui l'avait amené à changer en le faisant descendre du haut de l'estrade sur lequel il se posait par rapport aux autres, l'estrade qu'il avait bâtie avec des cravates très élégantes, des smokings bien coupés, des chaussures scintillantes de cirage, un langage châtié, des manières affectées, le tout importé. Avec cet homme qui y tenait le volant, il avait découvert la noblesse et la fierté sans orgueil, la simplicité sans vulgarité, la fraîcheur et la joie de vivre sans trivialité, la spontanéité sans antipathie. Vous autres longs crayons, qu'est-ce que vous cherchez même? Tu vois une petite fille qui se débrouille, tu la fuis. Si ça avait été une bordelle ou une voleuse même, tu aurais foncé. C'est pour ça que les filles vous roulent souvent. Si elle te plaît, tu fonces non. Parce qu'elle fait les beignets, tu crois qu'elle a quoi moins que les autres? Tu crois que celle que tu vois d'habitude là, la dépasse? C'est peut-être parce qu'elle ne s'habille pas ou quoi. Si c'était moi, vendre les beignets, c'est pas un péché, non? Ce reproche émis spontanément toucha Serge sans l'irriter, ce qui est rare.
Quand la nouvelle se répandit qu'on avait vu Serge tenant une lampe tempête au-dessus du foyer fumeux d'une petite vendeuse de beignets, personne ne le crut. Surtout que le malicieux qui le disait ajoutait perfidement qu'il s'était habillé très élégamment pour épater au mieux la marchande, et que son pantalon blanc avait même ramassé la suie du foyer. Quand les rires qui soulevaient ces détails se calmaient, il assaisonnait son récit en précisant que la fumée du foyer le faisait terriblement larmoyer, qu'il y avait lieu de craindre pour sa vue. Tout le monde fut consterné le jour où il confirma la nouvelle avec son sourire le plus radieux en ajoutant que c'était sa fiancée qui faisait les fameux beignets.